Je vais vous parler de la déclaration donc 6660 révision. Je voulais vous parler de la déclaration papier, sachant quand même qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui vont télédéclarer ou qui vont recevoir un fichier. Mais de manière générique, on va rester au papier. Donc la déclaration, j'en ai un exemplaire comme ça, c'est un format A3, recto verso, et il faut renvoyer la déclaration sous ce format. Donc on va en reparler, mais il faut renvoyer l'original rempli. Ou alors une photocopie, mais vraiment une photocopie au format A3, mais pas le format A4, ça ne sera pas exploité en local. Donc je vais vous présenter les informations en haut à droite, donc c'est les informations tout en haut sur le service qui va éditer les déclarations papier. Ensuite, vous avez la partie nom du propriétaire. Et la partie à gauche, donc les dates limites de dépôt qu'on a vues tout à l'heure. Donc une date limite papier le 8 avril et une date pour les dépôts Internet, donc qui est échelonnée entre le 22 avril et le 6 mai. Il est important de dire que les déclarations sont envoyées au titulaire de droits réels, donc le propriétaire, l'usufruitier, le co-indivisaire, destinataire de la taxe foncière, les amphithéâtres, les preneurs à bail, et non les gestionnaires ou les syndics. La déclaration papier est à retourner donc sous le format original, donc à une structure qui pour Paris sera le SDNC, donc un service qui est à Saint-Germain-en-Laye. Donc pour ceux qui reçoivent une déclaration papier, ils ont une enveloppe à affranchir avec cette adresse préimprimée. Sur les informations, tout en haut, vous avez l'invariant du local. Donc l'invariant du local, c'est une notion importante. C'est ce qui va nous permettre d'identifier le local et de repérer que vous avez télédéclaré ou que vous avez souscrit une déclaration. Et cet invariant aussi va nous permettre d'effectuer la lecture optique et d'éviter que le local soit relancé ultérieurement. Donc il faut se fier à cet invariant du local, ne pas gribouiller dessus, ne pas le barrer, il faut le laisser tel qu'il est. Et donc ensuite sur la partie droite, vous avez les identifiants, peut-être en petit, mais vous avez les identifiants pour télédéclarer. Donc un identifiant et un mot de passe. Et pour une petite précision sur les identifiants de connexion à la télédéclaration, c'est ce qu'on appelle un numéro SPI pour les personnes physiques, et puis le numéro SIRAN ou un pseudo SIRAN pour les personnes morales. Donc ce numéro, il est fait par département et numéro de personne magique, ce qu'on appelle ça. Donc si vous êtes propriétaire de plusieurs locaux, vous n'aurez quand même qu'un identifiant avec un seul mot de passe qui va avec. Donc vous avez la situation du local qui est indiquée je dirais, au milieu de la déclaration. Donc les informations, bâtiment, niveau, le numéro dans la voie, le département, la commune. Et ensuite les références cadastrales, donc commune, préfixe, section, numéro de plan. Lorsque le local sera situé en sous-sol ou lorsqu'il correspondra du moins à une place de parking, ça sera restitué emplacement de stationnement ou lit local situé en sous-sol. Ensuite, on a les numéros de lot. Donc, ce sont les 5 premiers numéros de lot qui figurent dans les titres de propriété qui seront restitués. Il y aura la mention et autres lorsqu'il y aura plus de 5 locaux. Ensuite, le dernier occupant connu, c'est le dernier occupant connu au niveau de la fiscalité professionnelle. Donc, ça peut être l'exploitant ou le propriétaire si c'est un propriétaire exploitant. Ce qui peut être erroné, ça peut être effectivement le dernier occupant connu. Donc ça, effectivement, il faudra nous contacter ou me le mettre dans la zone d'observation. Mais ce sont des gens qui ne sont pas modifiables. Ensuite, on peut avoir des difficultés donc, sur le découpage en locaux, qui n'est pas conforme à l'arrêté du terrain. Donc, le propriétaire reçoit, selon lui, trop ou pas assez de déclarations. Donc là, vous êtes invité à vous rapprocher donc, de la structure d'assistance dont les coordonnées figurent donc, sur la déclaration. J'insiste plutôt sur le fait que c'est la réalité physique des biens qui doit guider le découpage en locaux à réaliser et non l'occupation du local. En clair, c'est pas parce que la multiplicité d'occupants ne nécessite aucunement un découpage en de multiples locaux. Et inversement, c'est pas parce qu'on a l'exploitation par un unique occupant qu'il faut regrouper les locaux. Pour les propriétaires qui ne sont pas concernés, en fait, il y a 2 cas de figure. Il peut y avoir donc un changement de propriétaire. Donc dans ce cas, le propriétaire coche la case C1, c'est-à-dire qu'il y a une mutation en fin d'année qui n'était pas encore redescendue dans la base informatique qui a servi au déchargement des fichiers et à l'impression des déclarations. Donc là, le propriétaire coche la case C1 et renvoie la déclaration. Ou alors il télédéclare, même chose avec son identifiant. Deuxième cas de figure, le local n'est pas à usage professionnel ou commercial.
Donc là, il faut cocher la case C2. Et ensuite, pour mettre à jour mon fichier, il faut indiquer si le local est une maison maintenant, ou un appartement, ou autre chose. Dans tous les cas, il faut renvoyer l'original de la déclaration au service au SDLC ou télédéclarer. Après, j'insiste sur la notion de local mixte, c'est-à-dire un local avec une partie à usage d'habitation et une partie professionnelle. C'est-à-dire dans un appartement, il y a une partie d'habitation et puis il y a une profession libérale qui exerce dans cet appartement. Donc là, il est important de répondre, mais pour la seule partie professionnelle. Sur l'occupation du local maintenant, c'est toujours sur la page 1 de la déclaration. Il y a deux informations qui sont importantes. La nature de l'occupation et l'occupant. Donc la nature de l'occupation, c'est est-ce que le local est occupé par son propriétaire, occupé à titre gratuit, loué ou en partie vacant, ou vacant totalement. Donc ça, c'est la situation au 1er janvier 2013. Donc si le local est en travaux, il risque d'être vacant, entièrement vacant. Là, ce sera la case des 5, mais il faut répondre. C'est important, si le local est démoli aussi, il faudra répondre, l'indiquer, le renvoyer barré, l'indiquer en observation, mais il faut répondre. Parce que sinon, le local sera relancé, le propriétaire sera relancé. Sur les occupants, vous n'avez que 5 lignes. Donc si le local est occupé par plusieurs personnes, il faut se limiter aux 5 premiers, en donnant la priorité à celui qui occupe la plus grande superficie du local. Donc il faut indiquer le numéro SIRAN si vous le connaissez et le nom ou la dénomination du ou des occupants. Ensuite, la rubrique activité principale exercée dans le local. Donc c'est une zone qui a à servir. Lorsqu'il y a plusieurs activités, il faut privilégier l'activité qui occupe la plus grande superficie. Dans la partie aussi loyer annuel, donc il faut indiquer le loyer annuel, c'est le loyer pour le local nu, hors charge, hors pas de porte, hors taxe du point A 2013. Donc si le local est loué partiellement, il faut indiquer le loyer annuel correspondant à la seule partie louée. Et en cadre 5, donc dans la déclaration, indiquer la surface correspondante. Donc s'il y a plusieurs occupants pour le même local, il faut cumuler le loyer annuel dû par tous les occupants. Et inversement, si le local est loué pour une partie de l'année seulement, il faut indiquer le montant de loyer qui correspondrait à une année entière de location. En cas de crédit bail ou bail emphytéotique, aucun loyer ne doit être renseigné. Et on doit il doit être indiqué plutôt la case occupée par son propriétaire doit être choisie. Souvent dans un cas de crédit bail, il y a des clauses particulières. Donc c'est vrai que pour nous, ce n'est pas représentatif du marché immobilier, du loyer d'un marché immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'extourner les crédits bailleurs, crédits preneurs. De la même manière, si un local fait l'objet d'une délégation de service public, donc c'est des locaux qui sont mis à la disposition d'exploitants moyennant le paiement de redevances qui ne correspondent pas à des loyers du marché. Donc là, de la même manière, la direction générale a fait le choix de ne pas faire figurer de loyer, puisqu'ils ne sont pas représentatifs du marché, mais de faire cocher la case occupée par son propriétaire. Dans le cas d'un local mixte, avec une partie habitation et une partie professionnelle, il convient de calculer le montant annuel du loyer dû pour la partie professionnelle uniquement, et de le faire figurer sur la déclaration. C'est ce loyer qui doit être déterminé en fonction de la surface professionnelle occupée par rapport à la surface totale du local. Si vous avez des difficultés aussi pour identifier le local, je vous invite à consulter le site cadastre.gouv.fr. L'idée de départ, c'est quand même de coller sur la documentation existante. Donc d'essayer, on essaiera de vous aider à retrouver les propriétés à partir de notre documentation cadastrale. Donc on a l'invariant du local qui pour vous est peut-être pas parlant, mais on essaiera avec vous de voir, de retrouver, vous expliquer qu'est-ce que c'est ce local et à quoi il correspond. Donc on pourra délivrer aux propriétaires qui le désireront des relevés de propriété par exemple, qui pourront les aider, voire retourner jusqu'à la déclaration d'origine. Là c'est plus compliqué, mais ça peut se faire. Donc là ça nécessite des recherches complémentaires de la part de nos services, mais si vraiment il y a une difficulté, que le propriétaire n'hésite pas à nous contacter, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins il aura la certitude de déclarer pour le bon local.